Nous sommes le jeudi 11 avril 2024, ici Danick Julien et votre bulletin d'information Info CJSR couvrant Portneuf et ses environs. Pierre Delbecq, le maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, sera des nôtres pour parler des travaux sur la route de Fossambeau, du 200e de Sainte-Catherine et bien d'autres sujets. Les citoyens de Saint-Léonard de Portneuf vivent des difficultés alors que leur compte de taxes a augmenté de 59 % cette année. Nous avons un reportage à vous proposer. Nous ferons également un retour sur les divers conseils municipaux qui ont eu lieu dans la région cette semaine. Et finalement, Samuel Gendron sera des nôtres pour donner des conseils sur la chasse et la pêche en ce début de printemps. Bonne émission! Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Alors, les travaux sur le pont de la route de Fossambeau à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier sont commencés depuis déjà une semaine et auront des impacts sur la circulation pendant plusieurs mois. Pour en parler, mais aussi pour parler de plusieurs autres sujets qui touchent à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, nous avons avec nous le maire, M. Pierre Delbecq. Bonsoir, M. Delbecq. Bonsoir, Danick, ça va bien? Ça va bien, vous? En grande forme. Merci d'être des nôtres, M. Delbecq. On veut commencer à parler des travaux qui touchent justement Sainte-Catherine, le pont là, sur la route de Fossambeau. Il y en avait eu l'année passée, des travaux en dessous. L'année passée, le il pont. avait travaillé en dessous. Et là, on est vraiment dans les travaux de surface. Là, on est réellement dans... Il arrache. OK. Même il arrache les deux trottoirs des deux bords, puis ils refont tout le tablier. Puis apparemment, en tout cas, jusqu'à la dernière nouvelle, il en remettait un trottoir. Il y en a un qui sert à rien. OK. Donc, ça va élargir un petit peu la surface circulable du pont. Donc, lorsque le pont sera terminé, il va juste avoir un trottoir d'un côté. OK. Et là, ces travaux-là, M. Delbecq, je sais qu'il y a quand même beaucoup de choses de prévues. On parle de fermeture la nuit pour le pont. Effectivement. Il sera rétréci par moment. Évidemment, là, ça va être une certaine adaptation, autant pour les Catrinois que pour les gens de Portneuf qui passent par là. Puis le transport lourd, il y a des nuits que lorsque le pont va être fermé, ils ne pourront même pas passer, rien. Puis même en alternance, ils ne pourront pas passer, dépendant des types de travaux. À matin, on est en alternance, puis c'est un travail. Ce qui arrive, c'est qu'il y a des travaux qui sont assez majeurs, qui sont obligés de faire à travers la balance. Puis là, d'un matin, on était en alternance de 9h à 11h. Dans ce temps-là, dépendant du travail, ils ont tous les affichages partout, le trafic lourd est bifurqué par Shannon. Ça fait un méchant de tour. Et justement, est-ce que vous avez remarqué depuis le début là, de cette alternance-là s'il y a une plus grande congestion? On peut quand même penser que oui? Non, honnêtement, l'année passée, on a eu quand même des travaux assez spéciaux sur le pont. Même si c'était en dessous, le monde pensait que ça allait avoir un impact moyen. Ça a été l'inverse. On a eu des bons impacts l'année passée. Puis je te dirais que les citoyens, en tout cas direct, là, Fossambeau, Lac-Saint-Joseph, les nôtres. Moi, j'avais lancé beaucoup de messages à travers le Caterinois, me servais de ma plateforme Voilà, puis dire, regardez, là, on va être pris pour l'endurer, on va tous bien en prendre notre deuil, puis d'être patient, de faire preuve de civisme, puis ça va bien aller. Puis ça a très bien été, honnêtement, là. Il y a les nuits, quand ça ferme, c'est un peu plus emmerdant, ça c'est sûr, surtout pour ceux qui, comme moi, je reste sur le bord, l'autre bord. Que des fois, ça m'achale un peu, parce que là, si ça marche pas, tu es obligé de faire le tour par Pont-Rouge, t'as une bonne run. Si on a une petite commission à faire, là... T'attends demain. C'est ça. C'est ça. Mais
Cette année, c'est pas Sainte-Catherine. L'année passée, c'est nous autres qui étions le maître d'œuvre des travaux. Cette année, c'est réellement le MTQ directement. Ouais. Fait que le message que je passe, moi, à tout le monde, s'il y a des choses qui ne vont pas, vous n'êtes pas content, appelez pas à Sainte-Catherine. On n'a absolument rien comme pouvoir. Appelez directement le MTQ avec absenté. Donc, c'est le ministère des Transports qui régit le dossier. Qui est le maître d'œuvre à 100% cette année. Et justement, ces travaux-là, je pense qu'ils vont s'étirer pendant tout l'été. C'est tout l'été, puis une grosse portion de l'automne. OK. Ah non, on va l'avoir mérité. Monsieur Dolbec, il y a plusieurs choses à discuter à Sainte-Catherine et pas que les travaux sur le pont. Parce que c'est quand même une année importante, 2024, pour vous. 200 ans d'existence de Sainte-Catherine. Oui. Fêter le 200e. Et je pense qu'il y a des festivités un peu partout sur le calendrier cette année. Même en fin de semaine, là, ce samedi, je pense que vous avez une fête des sucres. Oui, une fête des sucres en fin de semaine. J'ai amené un aide-mémoire, là. Oui. Il y en a. On a commencé le 20 mars. On a eu une conférence sur la présence des Irlandais à Sainte-Catherine. Ça a été une très belle soirée. On a la fête des sucres demain. La semaine après ça, en mai, on a une conférence sur l'histoire du saumon. On a une pièce de théâtre qui est la veille du corps de Gênes. En juin, on a le rodéo de Sainte-Catherine, naturellement, qui va avoir une saveur un peu de 25e, nous autres. Oui. En juillet, il y a pas grand-chose en dehors des activités régulières. En août, on a un festival du citoyen qui revient, réellement à cause du 200e. En septembre, on a la visite de l'église, concert des cloches. On a le festival du 200e, la visite du cimetière, mais à la brunante, donc à la torche. En octobre, on a le spectacle de Mario Brassard, les raconteurs des raconteux. On a une conférence aussi sur les crimes à Sainte-Catherine. Et enfin, le 7 novembre, c'est l'activité de clôture du 200e, une activité protocolaire à l'église. Toute la balance des activités, par contre, de la ville sont là. Donc, le rodéo, le gymkhana, la fête des citoyens, etc. Puis on a beaucoup d'activités nouvelles cette année. On a un marché jeunesse, on a des mercredis musicales, on a il y a des courses du 5 km, quasiment une par mois. On a un programme pas mal chargé. Le festival du citoyen, là, ça ressemble à quoi, justement, dans votre programme? Anciennement, ce qu'on faisait, c'était une journée seulement. Puis, tous les organismes de terrain sont là, puis ils présentent les services. Donc, c'est réellement le meilleur moyen on appelle ça le jour du citoyen à cause de ça. C'est le meilleur moyen pour les nouveaux citoyens, particulièrement, qui arrivent pour venir voir tout ce qui existe sur le terrain. Qu'est-ce que ça fait à eux? Ouais. Sauf que là, cette année, il va être sur 2 jours. OK, donc on a agrandi un peu. On a agrandi, on veut plus faire de festifs à travers aussi. Ce qu'on veut faire cette année, dans le fond, c'est réellement mettre ça festif et remercier les citoyens, puis remercier tout ce qui est fait de par nos bénévoles. Ça paraît pas, là, mais si on enlève le rodéo, parce que le rodéo, à lui tout seul, c'est 120 bénévoles, mais bon an, mal an, là, on a entre 450 et 500 bénévoles sur le territoire qui sont actifs régulièrement, là. C'est quand même quelque chose. Oui, c'est un bon bassin. Fait que quand tu mets après ça le gymkhana et le rodéo qui en justifie à peu près 130 à eux autres, là, ça commence à faire un bon lot. Fait que cette année, là, on veut vraiment rendre un bel hommage à nos bénévoles. On veut redonner à nos citoyens cette année. 200 ans, tu fais ça quand tu as 200 ans. Après ça, tu y passes plus, tu passes aux 300. Exact. Et on ne sera plus là. Non, il y a des chances que je ne sois plus là. Et pareillement. Mais M. Dolbec, il y a un autre changement qui est en fait effectif depuis quelques mois à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. C'est votre directeur général, Marcel Gagné, qui a laissé sa place à M. Martin Caron. M. Gagné continue à travailler avec vous encore dans les communications, mais c'est un petit changement de direction. Ça avait été bien planifié. Quand je me suis représenté, j'avais demandé à Marcel s'il voulait continuer à être DG, parce que Marcel, quand même, a 49 ans cette année. Là. Oui. Il m'avait pas dit ni oui ni non sur le coup. Il y a pensé, il m'est revenu, il dit: je suis prêt à y aller, 2 ans plein, mais pas 4 ans plein. J'ai dit: regardons ça, parfait. Fait qu'on a planifié nos affaires. Le poste de directeur général, on savait qu'on allait en concours. Mais à boîte à surprise qu'on a eue, par exemple, c'est qu'on a changé le directeur des loisirs, puis on a changé le directeur des services techniques. Naturellement, Martin était le directeur des services techniques, s'en allait à Martin Caron, DG. Mais là, on avait le poste ouvert là. Fait que Marcel, dans le fond, il sert de... Premièrement, il fait de la formation avec Vanessa pour toutes les communications, parce que c'est elle qui va prendre le relais. Puis il s'occupe de réellement bien emboîter tous les nouveaux joueurs. Donc, il travaille avec les loisirs, il travaille avec les services techniques, il travaille naturellement avec Martin pour s'assurer que la transition se fasse bien.
Ouais. C'est assez spécial parce que de ce que je me suis fait dire, c'est pas vu souvent dans les Ça municipalités. arrive pratiquement jamais, ça, dans une... Puis moi, ben regardez, je l'ai toujours dit que je gérais Sainte-Catherine comme une entreprise. Oui. Ben moi, je suis en train de le faire, le transfert de mon entreprise. Puis c'est ce que je fais. On est en avance, puis on fait des... Moi, je suis encore là comme président. Ma blonde est encore là comme DG. Par contre, on a les personnes qui nous remplacent, bien, ils sont déjà choisis pour les coachs. Là. C'est ça. Fait qu'une transition, c'est ça. Tu peux pas prendre 3 nouveaux postes, les sacrer là, puis lui dire arrange-toi avec ça, puis essaye d'en faire quelque chose. Là. Exactement, parce que sinon, l'engrenage va tourner carré. Ça peut carrer, plus que tourner carré. Oui. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans certaines municipalités, quand il y a des changements à 2-3 places en même temps, que ça accroche presque tout le temps. Moi, tu sais, puis on est en croissance en plus. J'ai dit à Marcel, c'est le meilleur deal qu'on peut pas avoir. Marcel, tu vas nous permettre de faire une transition adéquate. Même si on est en croissance, on n'aura pas besoin de paniquer. On va être en amont, en avant. On ne courra pas dans le derrière de la parade. Puis à date, ça va excessivement bien. C'est sûr que Martin ayant accepté d'être DG, la transition est peut-être un peu plus facile parce qu'il était quand même directeur général adjoint. Ouais. Il avait déjà remplacé Marcel à quelques réunions. Marcel le faisait participer dans beaucoup de choses. La transition se fait bien. Par contre, c'est 2 personnalités totalement différentes. Monsieur Delbecq, j'aimerais qu'on poursuive l'entrevue. Je vois que le temps file. On a d'autres petits sujets également à couvrir ensemble, dont le 25e de Rodéo Sainte-Catherine, parce que justement, ça aussi, c'est assez important et intéressant. Là. Il y a des nouveautés pour le Rodéo. Bien, il y a une nouveauté assez spéciale. Normalement, le Rodéo de Sainte-Catherine, on a toujours 2 rodéos par soir, puis un rodéo dimanche après-midi. Cette année, la fin de semaine qu'on a, le lundi est férié. Fait qu'on a demandé à Joey Tardif s'il accepterait de transférer le rodéo du dimanche après-midi le dimanche soir. Ouais. Ça va être une première. On va avoir 3 rodéos de soir cette année à Sainte-Catherine. Donc, c'est comme si on agrandissait le festival. Ben, on l'agrandit, oui. Oui, d'une certaine façon, virtuellement. C'est surtout qu'avant, il était l'après-midi, donc il y avait moins d'achalandage. Puis c'est normal, là, on ne sait jamais, il fait chaud, donc ça nous affecte tout. Mais le soir, ben, nos 2 derniers rodéos, les 2 soirs, c'était sold out. Fait qu'on s'attend à avoir 3 soirs sold out cette année. C'est vraiment quelque chose qui doit... Oui, ça fait plaisir. Oui, hein, c'est ça. Monsieur Delbecq, en terminant, quels sont les dossiers là, qui vous intéressent là, à Sainte-Catherine dernièrement, les développements? Là, actuellement, il y a le bâtiment des parcs la division parcs et bâtiments qui va être livré au mois de mai. C'est quand même un dossier de 5,7 millions. C'est je suis allé le visiter la semaine passée. Ça va être au niveau efficacité, c'est 45 à 50 d'amélioration sur la façon qu'on travaillait avant. Fait que c'est une très, très belle chose. On a le restaurant, pas le restaurant, mais la boulange qu'on a, le boulanger qu'on a. Il rouvre un restaurant au mois de mai pour les déjeuners. Okay. Il va y avoir une crèmerie aussi avec. Fait que ça, en tout cas, le monde sont contents. Sur Facebook, ça ne dérougit pas. On a confirmé aussi, ça a été fait au début de la semaine, on a un centre d'entraînement qui va rouvrir le 1er novembre à côté de la Banque nationale. Vous n'en aviez pas avant? On en a déjà eu un, mais il avait fermé. Fait que là, c'est le propriétaire de CRD qui le fait. Là. Fait que ça va être une belle... Ce coin-là, ça va être réellement, ça va bouger. Là. De la Banque nationale, de l'Orama, on a la microbrasserie, de la boulange, tu vas avoir le restaurant, tu vas avoir le centre de... je pense qu'il va y avoir de l'activité dans le coin. Il y a l'agrandissement de la caserne qui s'en vient aussi. On est rentré avec les professionnels il n'y a pas longtemps. C'est encore un autre bon projet aussi. Développement domiciliaire a repris. Rien que le mois passé, on a eu pour 4 800 000 de permis d'émis. Wow. C'est des bonnes valeurs. Puis après ça, ben, on va faire la livraison. On a tout revampé le cimetière des Irlandais, qui appelait celui qui est en face de l'église. On fait l'ouverture officielle, pas du nouveau cimetière, mais rénové et revampé le 30 mai. Avec la Commission de la capitale nationale, parce qu'on a eu une subvention d'eux autres. Fait que bon an, mal an, si on regarde les gros projets, c'est à peu près ça qui s'en vient, là. Mais à part le reste, tout le roulement habituel. Mes divisions cette année, le parc et bâtiments, entre autres, Steve, on s'est parlé il n'y a pas longtemps, ils ne sont pas sortis de la shop. Non? Non. Monsieur Delbecq, c'est tout le temps que nous avions pour l'entrevue. Aucun problème. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Évidemment, là, on va avoir l'occasion de vous réinviter là, prochainement et voir également peut-être se déplacer pour les prochaines annonces qui seront faites à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Ça va toujours me faire plaisir de vous voir.
Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci. On poursuit dans le bulletin d'information avec justement la municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf avec un projet concernant son réservoir d'eau. La municipalité est dans une situation difficile, comme elle a augmenté les taxes de ses citoyens. Une pétition a été signée par ceux-ci pour s'opposer au projet. Charles Laviolette nous a réalisé un reportage. On l'entend maintenant. Les hausses au dernier compte de taxes à Saint-Léonard-de-Portneuf ont motivé une forte opposition citoyenne. Un résident de Saint-Léonard, Sylvain Desgagnés, a tenu à nous exprimer sa vision des choses en dénonçant la hausse de taxes. 59 d'augmentation sur nos taxes. On a eu 23 l'année passée, ce qui était déjà pas mal. On l'a envalé de travers. Puis là, cette année, 59 43 sur la taxe foncière. Et puis, la balance, bien, c'est une surtaxe sur la taxe sur les aqueducs, 1585, ce qui représente environ 839 $ par habitation, par entrée d'eau. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Et les gens ne l'ont pas pris ici, alors que, comme on sait, il y a des subventions qui sont disponibles pour ce genre de projet-là. La TEC, Primo, le programme Primo, qui aurait allégé le fardeau fiscal de la ville d'environ 90-95 % pour les plans de vie. Alors, il y a eu une mobilisation citoyenne qui s'est enclenchée à partir de ce moment-là. Et puis, on en est rendu là. Les travaux pour changer les réservoirs d'eau potable désuets ont gonflé le compte de taxes de 59 % pour les résidences attachées à l'aqueduc. La municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf, il y a 685 habitations, 685 payeurs de taxes. Le projet concernant l'aqueduc, il y a 248 maisons qui sont connectées avec le réseau de l'aqueduc. Alors, c'est simplement ce secteur qui est concerné ici. Alors, 205 000 $ pour les plans de vie, les compteurs d'eau et tout le tralala, divisé à 248 maisons, là, ça fait une jolie somme, hein? Au dernier conseil municipal du 8 avril, une soixantaine de citoyens étaient présents pour demander au conseil municipal d'annuler la hausse et de réécrire le budget. Le principal point de conflit est une subvention du programme gouvernemental Primo qui vise à aider les villes à maintenir à niveau leurs infrastructures d'eau auxquelles Saint-Léonard aurait eu droit et qui n'a pas été demandé avant de financer les travaux. Le maire de Saint-Léonard, Archil Gladu, explique que la municipalité n'a, selon lui, pas la possibilité légale de revenir sur un budget déjà écrit. On fallait faire les démarches vite parce que nos réservoirs sont finis. Il a fallu l'engager, ces sommes-là. Oui. En temps normal, il n'accepte pas un coup que les sommes sont engagées. On ne peut pas le mettre avec la tech. Mais là, on a réussi à faire, de parler avec eux, de le mettre sur la tech. C'est ça qu'on est en train de... Pour l'instant, ben non, je suis d'accord avec vous. Pour l'instant, non, ça ne changera pas. On peut en parler toute la soirée, puis je suis d'accord avec vous, ça ne changera rien, mais on est en train de travailler pour trouver des solutions. Et les solutions, ils n'y arriveront pas en 5 minutes, là. En attendant, le maire Gladu a évoqué la possibilité que la hausse de taxes soit épongée par un congé de taxes en 2025. Mais pour l'année 2025, on peut espérer qu'on ait un crédit de l'année 2024. Parce que qu'est-ce qu'il faut comprendre? Attendez, il faut comprendre. On s'est renseigné au MAMACH. Puisque le règlement de taxation est passé, on ne peut pas rien changer pour cette année. Une des solutions qui a été mise sur la table autant par des citoyens que par des élus, c'est la fusion avec Saint-Raymond, une idée qui revient de façon récurrente à Saint-Léonard. Aussi, le maire Gladu a annoncé que la municipalité est sur le point d'adopter une entente de service avec un consultant pour faire avancer le dossier des infrastructures d'eau potable. On a engagé un chargé de projet qui va tout faire ça, qui va gérer le projet de A à Z. Ah, je pensais que c'était juste pour des réparations. Non, pour le chantier, moi c'est le même que j'avais compris. OK, c'est pour le projet des nouveaux réservoirs. Les citoyens ont entre leurs mains une pétition demandant un référendum sur la hausse de taxes. Quand il y a un litige entre les citoyens et les élus, et que ce litige s'aggrave, il y a quand même des lois qui protègent les citoyens. Alors, une de ces lois, c'est la demande d'un scrutin référendaire qui devient un référendum décisionnel.
Bon, il y a toute une procédure, là. Nous avons fait cette demande-là. Nous l'avons acheminée par huissier. Parlons maintenant du dernier conseil de ville ayant eu lieu à Saint-Raymond-de-Portneuf. Le maire de la ville, M. Claude Duplan, a annoncé que les inondations printanières n'étaient pas menaçantes pour les résidents qui vivent en bordure de la rivière Sainte-Anne dans le centre-ville. On rappelle que malgré le faible niveau de neige que nous avons eu cet hiver, Saint-Raymond avait fait travailler plus tôt sa pelle araignée pour aider au retrait des glaces. Depuis plusieurs jours, il n'y a plus de glace sur la rivière Sainte-Anne dans le secteur du centre-ville. Voici ce que Claude Duplan à dire à ce sujet. En ce 8 avril 2024, vous savez que Dame Nature est de notre côté cette année. On constate que la rivière est complètement libre de glace jusqu'au centre-ville et jusqu'au barrage du centre-ville et au barrage de Chute-Pelin. Mais maintenant, avec les derniers jours, les glaces qui restent en haut fondent de plus en plus. Donc, les risques d'inondation, de formation d'embarques sont nuls. Et à moins, dans les pluies qui sont attendues ce jeudi et vendredi, on sait déjà que, et avec la fonte associée à ces neiges, à ces pluies, qu'il n'y a aucune menace là, pour la rivière en eau libre. Donc, on devrait avoir un beau printemps avec la rivière. C'est ce samedi 13 avril que la ville de Saint-Raymond va tenir le salon de l'installation septique au centre multifonctionnel Roland-Dion. Lors du conseil de ville du 8 avril, Claude Duplan expliquait que depuis cette année, la ville de Saint-Raymond a débuté la caractérisation des fosses septiques de certains lacs. De cette façon, la ville peut déterminer quelles fosses sont réglementaires ou non. Il faut savoir que la ville peut exiger aux propriétaires de fosses non conformes de les changer. Lors de son allocution, Claude Duplan avisait que la ville avait effectué un emprunt pour mettre en place un programme pour venir en aide aux propriétaires. Voici ce qu'il avait à dire. La ville de Saint-Raymond a fait un emprunt. Une résolution, on a fait un emprunt là, une couple de mois parce qu'on va aider, on va supporter les gens dans le changement des fosses septiques, des travaux qu'ils auront à faire. Ce n'est pas un don, c'est un prêt que l'on fait aux citoyens. C'est pour aider justement côté environnement à ce que les fosses se changent. Mais l'idée aussi que les employés de la ville ont eue, et ça, je tiens à les féliciter, c'est d'organiser le salon de l'installation septique. Ça fait bizarre à faire, mais on va faire un salon où vous allez pouvoir venir vous renseigner sur les installations septiques. Donc, le salon de l'installation septique se tiendra ce samedi, le 13 avril, au centre multifonctionnel Roland-Dion de Saint-Raymond, de 9h à 16h30. Des conférences seront présentées et une vingtaine d'exposants seront sur place. Formés d'entreprises et d'organismes des domaines de l'installation septique et de l'environnement, l'entrée est gratuite pour tous. Selon le maire, ce salon peut intéresser autant les propriétaires qui doivent faire les changements que ceux qui disposent d'installations réglementaires. On l'entend nouveau. Vous savez qu'à Saint-Raymond, nous avons au-delà de 3000 installations septiques. Donc, c'est beaucoup d'installations septiques. Donc, ce salon-là n'est pas fait seulement pour ceux qui ont à changer leur installation septique. Ce salon est fait pour tout le monde, tout propriétaire de fosses septiques qui peut se poser des questions sur l'entretien, sur la viabilité, sur la façon dont fonctionne une fosse septique. Et s'il y en a qui ont des doutes, bien, ils peuvent venir nous voir à ce moment-là pour qu'on réponde à leurs doutes. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Beaucoup de travaux seront réalisés sur les routes et les chemins de Saint-Raymond. On parle notamment de travaux dans le parc industriel numéro 2 qui doit être agrandi à nouveau. On parle aussi du secteur de la Grande Ligne. Voici la liste énoncée par M. Duplan lors du conseil de lundi. Les travaux qui seront réalisés, des soumissions pour la fourniture de gravier MG20 pour le secteur d'Oran-de-la-Montagne, travaux sur une longueur de 1,5 km, des soumissions pour le prolongement du réseau d'aqueducs et d'égouts dans le secteur de la Grande Ligne, route 367, la réfection de 2 sections de route du Jura-Saguenay, ce qu'on a parlé tout à l'heure dans une résolution, la construction de nouvelles rues dans le parc industriel. Vous savez, l'effervescence que l'on a dans le parc industriel, nous sommes obligés encore de réagrandir les rues parce qu'on n'a plus grand terrain qui sont disponibles. Quand on vous dit qu'on vend des terrains pratiquement à chaque mois, à chaque 2 mois dans le parc industriel, ça va très vite.
réfection de la rue Sainte-Claire, de l'avenue Saint-Louis et de diverses réhabilitations. Au retour de la pause, on parle du conseil. On parle de plusieurs choses, mais également du député de Portneuf, M. Vincent Caron, qui appelle les municipalités de Portneuf à faire valoir leurs meilleures organisations, en fait, pour le mérite municipal. Restez des nôtres. La deuxième saison de la Ligue d'improvisation Portneuf-Alouette est officiellement commencée. Ben oui, Kéliane, jusqu'au 6 mai 2024, les Verts, les Bleus et les Jaunes vont s'affronter ici au cinéma Alouette. Oui, c'est à tous les lundis à 19h et les portes vont ouvrir à 18h30. Ah, t'as oublié de dire que c'était gratuit ce coup-là. Sérieux Jean-François, t'es vraiment pas dans l'heure. Faut vraiment pas. Ben oui. Derrière chacune de tes passions, il y a une foule d'options. Découvre le métier qui te ressemble. Au Québec, il y a presque 300 000 chasseurs et tout près de 700 000 pêcheurs. Leur activité entretient tout près de 28 000 emplois. C'est pas rien, ça. Je m'appelle Samuel Gendron et je vais vous en parler en 2024 avec ma nouvelle émission Chasse et pêche dans la peau. Des entrevues, des reportages, de l'information sur la biologie des animaux. Attendez-vous à des découvertes. Le député de Portneuf, M. Vincent Caron, appelle les municipalités de la circonscription de Portneuf à faire valoir leurs meilleures réalisations en déposant des candidatures pour les prix du mérite municipal. Ceux-ci soulignent l'apport des personnes, de groupes, d'organismes et de municipalités qui, par leur initiative, leur dynamisme, leur engagement, ont contribué au mieux-être et au développement de leur communauté. 5 catégories sont désignées pour les prix du mérite municipal. On parle d'aménagement du territoire et urbanisme. Il y a la catégorie femmes, vie et démocratie municipale, la catégorie implication bénévole municipale, la municipalité et développement durable et finalement la relève municipale. Les finalistes de la région seront dévoilés lors du mois de septembre et les lauréates seront, eux, dévoilés dans une cérémonie le 21 novembre prochain à Québec. Le député invite les Portneuvoises et les Portneuvois, les groupes citoyens et les organismes à communiquer avec leur municipalité pour qu'elles soutiennent et déposent leur candidature d'ici le 15 juin à 16h. À partir de ce 14 avril 2024 et jusqu'au 20 avril, ce sera la semaine de l'action bénévole partout au Québec. Plusieurs organismes et acteurs de la région prendront le temps d'exprimer leur gratitude à l'égard des bénévoles de la région. Nous avons par exemple le Halo qui tiendra le 18 avril une journée de bien-être au parc familial des Berges de Donnacona. Le Halo compte une centaine de bénévoles dans plusieurs secteurs d'activité tels que le transport, la popote, les impôts et j'en passe. De plus, toujours dans le cadre de la semaine de l'action bénévole, l'usine Alcoa de Deschambault-Gondine a annoncé les 15 organismes qui vont bénéficier des programmes Action Alcoa. Vous allez voir la liste à l'écran. Plusieurs projets vont recevoir 3 000 $. On parle de journées de soccer interculturel, de corvées de peinture, du Grand Défi Pierre Lavoie, de l'opération Nez Rouge et j'en passe. Alcoa encourage ses employés à donner des heures de bénévolat, si bien qu'en 2023, 130 d'entre eux ont donné plus de 732 heures. L'organisme Accès Travail Portneuf a tenu le 23 mars dernier une réunion d'information destinée aux immigrants concernant le statut de résident permanent au Québec. Comme les règles d'immigration du Canada sont complexes pour assurer aux nouveaux arrivants de s'établir ici de façon permanente, Accès Travail a invité des candidats issus de 10 nationalités différentes à assister à une conférence. Charles Laviolette était sur place et a dressé un portrait de l'immigration en compagnie d'Accès Travail Portneuf. Voici son reportage. Ce 8 avril dernier, Accès Travail Portneuf fêtait ses 25 ans d'existence. L'organisme offre des services d'aide à l'emploi à toute la population, mais dédie une partie de ses ressources à l'accueil de la population issue de l'immigration. Accès Travail Portneuf offre de l'assistance aux nouveaux arrivants pour assurer leur employabilité et leur intégration.
Le 23 mars dernier, à Donnacona, se tenait une conférence donnée par une juriste venue expliquer les principales étapes pour accéder à la résidence permanente au Canada. Une soixantaine de nouveaux arrivants étaient présents, signe d'un besoin dans la population immigrante. Dans les bureaux d'Accès-Travail Portneuf à Donnacona, nous avons rencontré Bianca Michaud et Audrey Normando qui sont en charge de l'accueil des immigrants dans la MRC. Chez Accès Travail Portneuf, on a une équipe en immigration de 10 personnes qui vont offrir différents services aux personnes immigrantes. Donc, c'est vraiment quand la personne arrive au Québec, nous, on va la rencontrer une première fois dans les premiers jours de son arrivée pour vraiment la connaître puis savoir c'est quoi ses besoins. Donc, la plupart des travailleurs qui arrivent chez nous, ce sont des immigrants qu'on appelle temporaires. Donc, ils ont un contrat de travail avec une entreprise pour 2 ou 3 ans, par exemple. Donc, ils arrivent pour travailler dans des usines, comme soudeurs, comme on a beaucoup de cuisiniers aussi. Donc, en fait, dans le but de vraiment bien accompagner toutes les personnes qui arrivent dans la région, ici, chez Accès Travail Portneuf, on a plusieurs volets, en fait, plusieurs mandats au sein de l'immigration. On a un volet qui concerne, en fait, tout l'accueil, l'intégration des personnes, donc des services directs aux personnes immigrantes. On a aussi un mandat qui est, en fait, de favoriser la rencontre entre les Québécois et les personnes immigrantes. Donc, on organise toutes sortes d'activités qui favorisent vraiment les échanges, de la découverte de l'autre. Ensuite de ça, on a un programme de jumelage. Donc, c'est un peu le même concept, mais on jumelle vraiment 2 personnes qui ont des intérêts communs. Tout ce dont on peut penser qu'une personne a besoin, c'est comme par exemple le numéro d'assurance sociale, on les aide à l'obtenir, la carte d'assurance maladie pour eux et pour leur famille, l'inscription en francisation, l'ouverture d'un compte bancaire, aller chercher un téléphone. Donc vraiment, tous les besoins de base, les besoins administratifs, nous, on les accompagne là-dedans. Puis on va pas seulement les accompagner lors d'une première rencontre, mais vraiment, ça peut aller de plusieurs mois à plusieurs années. C'est vraiment différent d'une personne à l'autre. On a créé dans les dernières années un guide pour les nouveaux arrivants, donc qui explique vraiment tout ce dont un nouvel arrivant doit savoir se retrouve dans ce guide-là. Donc, les démarches administratives, les camps de jour, c'est quoi un camp de jour, comment ça fonctionne, l'école, le système scolaire. Bref, il y a beaucoup d'informations auxquelles les nouveaux arrivants peuvent se référer dans ce guide. Quand les personnes arrivent, bien oui, c'est important les démarches administratives, mais ce qui est aussi important, c'est l'intégration. Ils veulent s'intégrer au Québec, ils veulent rester ici. Donc, l'intégration, ça passe aussi par les activités culturelles, leur expliquer aussi comment ça fonctionne au Québec. Souvent, ils ont beaucoup de questions, sont très curieux. Nous, on peut répondre à ces questions-là, les aider, mais on a aussi des formations, comme par exemple la formation Objectif Intégration, qui est une formation sur les valeurs du Québec. Donc, on parle d'histoire du Québec pour vraiment leur donner les bases de c'est quoi le Québec, les codes culturels aussi, les codes en emploi. Il y a aussi des enjeux liés aussi à la langue. Quand ils arrivent, parfois, ils peuvent ne pas parler la langue. Avec l'employeur, il peut y avoir une incompréhension. C'est depuis 4 ans que la situation a vraiment évolué. Au début, il y avait une personne qui travaillait en immigration là, depuis 2010, mais depuis 2020, il y avait une équipe de 4 personnes. Puis petit à petit, il y a plusieurs personnes qui sont venues s'ajouter à l'équipe. Là, on est rendu 10 personnes qui travaillent en immigration. Et dans le fond, on accueille depuis 4 ans, on a accueilli 700 personnes dans le volet des immigrants temporaires, mais aussi 400 personnes de plus pour les travailleurs agricoles. L'augmentation de la population immigrante était déjà visible dans les villes de l'Est de Portneuf, mais les municipalités rurales de l'Ouest sont aussi touchées. C'est pour répondre à cette réalité qu'Accès Travail a ouvert un bureau à Saint-Marc-des-Carrières. Donc, dans l'ouest de Portneuf, il y a de plus en plus de personnes immigrantes. On le constate facilement. Par exemple, à Saint-Marc-des-Carrières, dans la dernière année, vraiment, il y a eu beaucoup de personnes qui sont arrivées. Puis c'est pas juste comme dans les plus grosses villes, ça peut être dans les petits villages aussi. À Saint-Hubal, par exemple, il y a énormément de travailleurs étrangers temporaires qui sont arrivés aussi. Donc, vraiment, le portrait sociodémographique est en train de changer là, présentement.
On a tendance à penser que les personnes immigrantes vont s'établir plus dans les grands centres urbains, mais on se rend compte dans les dernières années que c'est pas nécessairement le cas. Qu'il y a de plus en plus de personnes qui recherchent en fait la tranquillité, les paysages agricoles, les grands espaces, donc la qualité de vie qu'on a ici. Moi, je considère vraiment que c'est une richesse qu'on est en train d'acquérir présentement dans Portneuf. Pour les chasseurs de la région, printemps est souvent synonyme de saline. Pour parler de tout ça, je me suis entretenu avec notre collaborateur Samuel Gendron. Un peu plus tôt aujourd'hui, voici cette entrevue. Alors, nous avons Samuel Gendron, qui est un passionné de chasse et de pêche. Vous le connaissez par son implication pour l'émission qui passe à CJSR, Chasse et pêche dans la peau. Bonjour, Samuel. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Numéro un. Content de t'avoir avec nous en studio aujourd'hui. Bon, on le sait, le printemps est arrivé, les gens commencent à sortir à l'extérieur. Ouais. Ça fait du bien, justement, de voir un peu plus de soleil. Les journées sont plus longues. Et évidemment, pour ceux et celles qui sont avides de chasse et de pêche, le printemps, ça veut dire beaucoup de choses. Ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire au printemps quand on aime la chasse ou la pêche? Écoute, c'est l'effervescence, comme tu dis, là, autant pour la chasse que la pêche. Si on parle de la chasse, pour commencer, la chasse, c'est l'événement saline. Un peu partout au printemps, là, on veut démarrer ou réactiver nos salines. C'est un moment, on voit ça dans les magasins, puis même au salon chasse et pêche, là, on parlait beaucoup de ça. Une saline, en fait, qui est une station minérale. C'est un endroit où on va, dans un premier temps, installer un bloc de sel. Et souvent, on va mettre des minéraux autour de ça et un coulis même par-dessus ce bloc-là. C'est pas mal ça côté chasse. Fait que là, j'imagine, tu vas me dire, ça sert à quoi un bloc de sel? Exactement. Ça sert à quoi, ça mène un bloc de sel? Oui. Dans le fond, c'est le sodium qu'il y a dans le bloc de sel qui nous intéresse. Puis les minéraux qu'on va mettre autour, c'est l'animal, mettons, on va parler du chevreuil ou de l'orignal. À la fin de l'hiver, il est plus épuisé. Il a quand même dépensé beaucoup d'énergie pour survivre. Donc, ça va y apporter du sodium, des minéraux, ça va lui donner du calcium. Donc, ça va être bon, si on parle de la femelle, ça va être bon pour aider la gestation, pour son système, pour l'allaitement, aussi pour les panaches des orignaux, pour donner plus de force, pour les aider à mieux grossir, mieux grandir. Donc, entre autres, il y a ça. Donc, le sel, c'est bon pour les beaux panaches. Ceux qui aiment ça, c'est important. Justement. Oui, ça fait partie de ça. Okay. C'est une des raisons. Ça, c'est la raison, mettons, si on pense à l'animal pour son bien-être durant la saison du printemps puis de l'été. Il y a d'autres raisons aussi, dont créer une habitude, une appartenance à un secteur bien précis. Donc, l'animal va se créer une routine. Il va se créer une routine d'y aller à tous les jours. Puis la mère qui va avoir ses veaux va y aller avec les veaux, un peu licher le sel, prendre les minéraux autour du site. Donc, ça crée une habitude. Puis si on regarde un peu plus loin, là, quand la chasse va s'en venir, ça facilite une rétention sur notre territoire de chasse, vraiment. Ouais. Où est-ce qu'on va être dans le secteur où est-ce qu'on veut chasser? Je ne peux pas dire qu'on va s'assurer, mais par contre, on se donne beaucoup plus de chances d'avoir un achalandage. Là. Puis avec ça vient l'excitement aussi. Si on pense aux caméras de chasse, on installe nos caméras. Là, on peut voir à quelle heure le gibier va venir environ. Il y en a combien? Y a-t-il un gros boc? On va tout voir ça. Il faut savoir, par exemple, que peut-être, lorsque la chasse va arriver, puis aussi quand on va avoir plus de verdure, plus de nourriture, ça se peut que l'orignal ou le chevreuil soit moins présent à notre site. Mais c'est quand même un incitatif positif pour avoir plus de rétention. Donc, pour l'animal, c'est plus important quand on arrive de l'hiver. Justement, là, quand on est en automne, il y a eu l'été, il y a eu plus de nourriture un peu partout, donc c'est moins important pour eux autres d'y aller? Est-ce que c'est instinctivement, oui, ça va être plus facile, eux, d'aller chercher des jeunes pousses un peu partout là, en forêt, et puis les baies, les fruits, etc. Puis peut-être que aussi certaines carences vont être diminuées, donc par instant, il va avoir moins besoin d'aller chercher ça. Par contre, il y a une routine qui s'installe. Puis si on pense aux veaux de la première année, ça va devenir naturel pour eux d'aller faire le petit tour-là. D'année en année, ça crée une accoutumance au territoire. Justement, tu as apporté un bloc de sel qu'on a ici, justement pour nous le montrer. Mais tous ceux et celles qui font de la chasse connaissent ça. Oui, absolument. Puis là, tu vois, j'en ai amené un petit, là, parce que c'est celui que j'avais chez nous. Il y en a des plus gros. La plupart des gens vont utiliser un bloc plus gros. Là. Puis on aime le mettre, on ne met pas ça au sol. Hein. Normalement, on va le mettre à peu près au moins à cette hauteur-là. Là, on ne voit peut-être pas à la caméra, mais un bon 3 pieds au moins.
On a des images dans ton émission, justement. Il va regarde passer ça. en même temps là, de ce que l'on dit. Mais pourquoi c'est important de mettre ça à une bonne hauteur? Oui, bien, il y a plusieurs raisons. Une qui me vient en tête, si on pense au chevreuil, le chevreuil, c'est une victime dans la forêt. C'est pas un prédateur. Hein? Okay. Donc, toutes les actions qu'il fait, il est toujours à l'affût. Est-ce qu'il y a un gibier? Est-ce qu'il y a un danger autour de moi? Fait que s'il est penché comme ça, sa tête vers le sol, il entend moins, il voit moins. Donc, il est plus craintif, moins naturel. Si on y va plus à hauteur de sa tête, à ce moment-là, il entend puis il voit mieux, il se sent plus en contrôle de son environnement, des dangers environnants. C'est une des raisons, entre autres, là, pour qu'on fait ça. Et évidemment, Samuel, bon, chasse et pêche dans la peau, il y a la pêche également, il y a d'autres choses à préparer. Là, Oui, bien, des choses à penser, c'est vrai, tu me rappelles ça. Là, depuis le 1er avril, bien là, les permis 2023-2024 sont plus valides. Donc, il faut acheter notre nouveau permis pour la prochaine année à venir. Ça ne coûte rien. Hein? Puis à ce temps, on peut l'acheter en ligne, on peut l'acheter au dépanneur, des magasins de chasse et pêche. C'est le temps de renouveler ça. Faites pas ça, moi je dis aux gens, faites pas ça le dernier jour juste avant un voyage de pêche. Achetez-le tout de suite, il est bon toute l'année. C'est bon aussi pour les permis de chasse de petits gibiers. Tu disais que c'est pas trop cher, ça ressemble à quoi, là, un permis de pêche? C'est en bas de 30 OK, c'est vraiment... OK. Oui, c'est pas cher. Puis tu me fais penser aussi, une nouvelle réglementation qui était existante, mais là, on met l'accent, le ministère met très fortement l'accent là-dessus. Maintenant, on doit avoir une pièce d'identité avec nous, en plus du permis de pêche. Donc, si un agent de la faune nous rencontre là, sur un site de pêche, il va demander notre permis pour voir est-ce qu'on est en règle, oui. Et on doit accompagner ça du permis de conduire, exemple, ou de carte assurance maladie, parce qu'on juge maintenant que juste un petit papier comme ça, je pourrais te le prêter, le mien, là, puis jouer des tours avec ça. Oui, Donc, exact. il faut un petit peu plus de régulation qui s'en vient à ce niveau-là. C'est facile, on a pratiquement toujours notre permis de conduire avec nous, mais c'est à savoir. Samuel, je veux faire un petit retour parce que là, on avait parlé justement des blocs de sel, on parlait pour l'orignal, et là, on s'en allait vers le chevreuil, justement. Puis tu disais, il faut le garder à une certaine hauteur pour que le chevreuil, justement, se sente un peu plus à sécurité, mais le chevreuil, il ne faut pas le nourrir en hiver. Y a-t-il une raison pour ça? Oui, il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est qu'en fait, on veut le moins possible nourrir les gibiers pour ne pas interagir avec eux. Moi, quand je pense nourrir, il y a des gens qui peuvent avoir des chevreuils pas loin à l'arrière de chez eux, leur terre, puis aiment les apprivoiser, puis c'est pas une bonne idée de faire ça, premièrement, parce que ça crée une genre de relation avec le gibier, puis ça peut interchanger un peu ses comportements. Ça, c'est une raison, on va dire, un peu plus sociale. Par contre, il y a une autre raison, c'est que le chevreuil est très adaptatif à son environnement au fil des années, des centaines d'années. On a en Amérique du Sud jusqu'ici au Canada, puis ils s'adaptent tous à leur territoire et puis ce qui se passe là, au fil des années. Et puis, leur système digestif ne travaille pas de la même manière en hiver qu'en été. Donc, en hiver, les enzymes, on va dire ça comme ça, vont travailler différemment pour aller éliminer ou digérer la nourriture. Puis là, si on apporte un autre élément dans son alimentation, le système digestif peut venir un petit peu mêler avec ça, puis ça peut débalancer notre chevreuil. Là, on ne va pas l'aider vraiment. OK. Donc, c'est important, justement, d'attendre au printemps. Et là, après ça, on peut recommencer tranquillement pas vite. Pour le nourrir, en fait, maintenant, il y a une régulation depuis quelques années. C'est des dates fixes. Puis environ, là, ça dépend des territoires, des secteurs, peut-être un mois avant la date de chasse, on peut commencer à le nourrir. Donc après l'été, finalement? Oui, c'est à l'automne. Puis il y a des dates très strictes à respecter là, pour ça. Par contre, les salines, les éléments minéraux, on peut les mettre à l'année. Mais dès qu'on parle de nourriture, il y a des dates très précises. On peut aller voir sur Google, mon ami Google, ou sur le site du ministère. C'est très facile maintenant d'aller chercher ces informations-là. Samuel Gendron, merci d'avoir été des nôtres. Tu t'occupes de l'émission Chasse et pêche dans la peau. Et justement, c'est pas terminé. On continue déjà à travailler pour le futur. Et qu'est-ce qui s'en vient là, dans Chasse et pêche dans la peau? On a du fun. On commence en fait dans quelques jours, pour pas dire dans quelques heures, le tournage de la saison 2025. Ça va super bien. Ça va être notre 4e ou 5e saison déjà. Ça va vite. On a du fun, les gens embarquent, les gens apprécient. On rencontre des gens avec des bons feedbacks positifs. Donc, c'est notre paye, nous, là, dans l'équipe, c'est d'avoir du plaisir puis de faire plaisir aux gens. Puis ça fonctionne. Donc, on continue de ce côté-là. On prévoit sortir ça en janvier 2025. Puis, je suis toujours à la radio aussi, là, à Choc 88.7, tous les dimanches à 18h. Chasse et pêche dans la peau, édition radio.
Donc, il y a d'autres conseils là, pour les amateurs de chasse et pêche. Ah oui, toujours. Ouais. Je suis l'actualité. J'ai des invités crédibles dans leur domaine. J'invite des biologistes, des conférenciers, des spécialistes. Je vais parler, entre autres, j'ai parlé avec un spécialiste des cris, des atikamekw. Ouais. J'aime beaucoup. On va large, mais il y a toujours une belle relation avec la nature là, à travers tout ça. Et Samuel, merci beaucoup d'avoir été ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Merci. 3 arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool ou la drogue se sont produites dans la MRC de Portneuf durant la semaine du 1er au 7 avril. Les arrestations se sont déroulées dans les municipalités de Sainte-Christine d'Auvergne, Rivière-à-Pierre et Pont-Rouge. 2 femmes et un homme âgés entre 25 et 74 ans ont été arrêtés par les policiers lors de ces interventions. Tous étaient résidents de la municipalité dans laquelle ils ont été arrêtés. On note que des échantillons sanguins ont été recueillis et soumis pour analyse dans le cadre des arrestations à Sainte-Christine d'Auvergne et à Rivière-à-Pierre. La personne arrêtée à Pont-Rouge a échoué, quant à elle, l'éthylomètre avec un taux d'alcool dans le sang plus de 2 fois supérieur à la limite permise par la loi. Le 7 février dernier, les policiers de la MRC de Portneuf ont arrêté un homme de 18 ans de Pont-Rouge après que celui-ci ait effectué une tentative de vol qualifiée dans un commerce de la rue du Collège à Pont-Rouge. Un ratissage du secteur, mais aussi la contribution du maître chien ont permis de localiser l'individu et de procéder à son arrestation. L'individu a comparu et a été accusé de voie de fait, de tentative de vol qualifié et d'avoir porté ou avoir eu en sa possession une arme en vue de commettre une infraction. Suite à sa comparution, il a été remis en liberté sous condition. La Ligue des intervenants pornevois du spectacle, la LIPS, a dans les dernières années réalisé plusieurs activités culturelles pour les pornevois au fil des années. Un changement d'administration va permettre à cette ligue de gérer l'improvisation Portneuf Alouette. Aubert Tremblay s'est entretenu avec Odile Pelletier, ancienne administratrice de l'organisme à but non lucratif. Voici son reportage. Voici le nouveau conseil d'administration de la LIPS, la Ligue des intervenants pornevois du spectacle, maintenant présidée par Danick Julien. C'est cette ligue qui chapeautera dorénavant les matchs d'improvisation qui se font une fois par semaine au cinéma Alouette de Saint-Raymond. Le changement de garde qui vient de se produire est à la fois un renouveau et un retour aux sources pour la LIPS, parce que l'improvisation théâtrale est à l'origine même de cet organisme dans les années 80. Ah oui, parce qu'il y avait des trophées pour joueurs étoiles, pour le vote du public, les équipes gagnantes. En voici les 2 fondateurs, ceux qui viennent de passer la main. Odile Pelletier et Denis Baribeau. Tout ça a commencé avec la Ligue d'impro de Portneuf à Saint-Raymond. Ah, ça a commencé par l'impro? Oui, tout à fait. Puis avant ça, il y avait une ligue à Saint-Raymond qui commençait, c'était la mode, hein? C'était la LNI à l'époque, fait que c'était la Ligue locale d'improvisation, c'était pas nous qui étions là-dedans. Là, j'ai embarqué dans ça. Et puis après, j'ai rencontré Denis, on s'est rencontrés à l'impro. Vous avez bien entendu, l'acronyme LIPS avait un autre sens à l'origine. Ligue d'improvisation de Portneuf à Saint-Raymond. Bien là, avec différents joueurs, on s'est mis à avoir l'idée de faire du théâtre aussi, pas juste de l'improvisation. Puis là, c'est là qu'on a fait cet organisme-là, donc en 88, qu'on a fondé la Ligue des intervenants pornevois du spectacle. Puis les premières choses, c'était vraiment du théâtre, entre autres un texte de Jocelyn Duplain qu'on avait joué à Saint-Raymond, donc c'était tout du monde de la place et des gens de l'impro qui jouaient. Après ça, on a eu beaucoup de contrats avec Daniel Noreau, que je veux remercier. À l'époque, c'était l'éducation aux adultes, donc on a fait des spectacles sur la famille, le suicide, de la drogue. On écrivait, on faisait la mise en scène, on a joué beaucoup, on a même été en dehors de Portneuf. Ce qu'on faisait, en fait, c'était des petites pièces de théâtre courtes qui étaient un élément déclencheur pour une soirée de discussion sur différents sujets. Puis ça, c'est la première qu'on avait faite en 88. Après ça, bien là, on tombe dans complètement un autre domaine. C'est de temps en temps qui a été faite à la Maison Plamondon. Là.
Ça, des jeux de l'amour pris au hasard dont je parlais tantôt, qui était un montage de textes, ça partait de Shakespeare, Molière, jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est un montage sur le thème de l'amour qu'on avait fait au Moulin Marcoux, entre autres. Ça, c'était Appelez-moi Stéphane, de Claude Meunier, Louis Saillat. Puis, ouais, bon, ben ça, c'était 2 improvisateurs à l'époque, plus d'autres mondes qui se sont ajoutés après pour jouer dans la pièce. De fil en aiguille, la Ligue en est venue à faire autre chose que du théâtre. On s'est mis à s'intéresser aux arts visuels. Donc, ça a commencé ça avec la projection, si je ne me trompe pas, parce que c'est beaucoup d'années, mais dans les fenêtres de la Maison Plamondon, de temps en temps. Puis après, bien, ça nous a fait nous amener à faire les Brunantes dans la forêt au Parc régional naturel de Portneuf. C'est la Lips aussi? C'est la Lips qui est à l'initiale, oui, qui est vraiment au départ de ça. On a fait le pilote, puis la saison d'après. La Lips est impliquée, je pense, 3 ans. Ensuite, on a fait une projection aussi au plafond de l'église à Saint-Raymond qui s'appelait Entre ciel et terre, qui était vraiment faite pour... Il y avait un mapping là, qui faisait que ça allait là, vraiment. Avec des gens en danse de Saint-Raymond. C'était vraiment des artistes de différents chants, danse. Et on avait mis aussi un hommage à Gatien Moisan, qui était peintre, qui venait de Saint-Raymond dans ça aussi. Toute cette aventure a littéralement changé les vies d'Odile Pelletier et Denis Baribeau. Odile faisait déjà du théâtre et enseignait à l'école secondaire de Saint-Raymond. La Lips l'a fait sortir des murs de l'école. Ça a le fait qu'on ait été vraiment baigné dans la culture, qu'on s'est vraiment beaucoup impliqué dans notre milieu tout petit au départ à Saint-Raymond, je pense. Puis après ça, ça a pris une autre... parce qu'on est même allé jouer en dehors de... Tu sais, on est allé jouer... on a eu des contrats, là, je sais pas, au Mont-Saint-Anne ou je sais pas quoi. Après, ça a sorti aussi d'ici. Fait que c'est sûr que ça a teinté toute notre vie. Denis Baribeau, lui, est même devenu photographe et vidéaste professionnel. Moi, mon entreprise est née quand même des projets qu'on a commencé à s'intéresser. Je me suis intéressé à la photo, j'ai fait de la vidéo j'ai fait des projets puis après ça, ben je suis devenu autonome aussi dans mes choses. Puis à un moment donné, même les projets aussi se sont nourris un et l'autre. Oui, j'avais étudié en communication, mais c'était pas clair aussi tout le chemin que j'ai fait. Faire de la projection vidéo dans des fenêtres, à un moment donné, j'ai été engagé ailleurs pour en faire, ben c'est la Lips qui m'a permis ça. La Lips a été un moteur important du développement culturel dans Portneuf. Ça a eu aussi beaucoup d'impact sur des projets satellites, en fait. Il y a eu les productions Le Carnet là, qui ont fait des vidéos. L'émission Ça parle au diable qui passait à CJSR. C'était encore des gens de l'impro qui ont parti ça au départ, puis après ça s'est transformé. Là. Mais tu sais, on voit qu'il y a beaucoup de choses à gauche et à droite qui ont eu lieu. Les Brunantes aussi, c'en est un autre exemple, là, grâce à l'intervention, en fait, de la Ligue des intervenants pornevois du spectacle. Mais c'était un peu discret comme c'était pas toujours évident que c'était nous qui faisions ces productions-là, la Ligue. Un impact qui perdure encore parce qu'on peut presque dire que l'actuelle Ligue d'improvisation est née de l'ancienne. Puis l'impro, quand on dit qu'il y avait beaucoup de monde après, c'est que moi, à l'école, j'ai repris le flambeau de l'impro, mais c'était plus la Ligue d'improvisation, c'était la Ligue d'école. Fait qu'il y a eu de l'impro vraiment longtemps à Saint-Raymond. D'ailleurs, un de ceux qui repart la Ligue, ben c'est un de mes élèves qui a joué à la Ligue d'impro à l'école. Fait que ça, c'est ça. Tout est dans tout. Ah oui, OK. Ce qu'on peut souhaiter à la nouvelle mouture de la Lips, c'est qu'elle fasse autant de petits que l'ancienne. Tu sais, ça aura la forme que ça aura, mais déjà d'avoir eu le courage de repartir ça, d'avoir mis, tu sais, de faire un lien avec, tu sais, nous autres aussi avec CGSR, on occupait beaucoup avant, de faire le cinéma qui embarque là-dedans, tu sais, c'est une belle, ça, c'est des belles collaborations dans la communauté qu'on a vécues aussi, nous autres, à l'époque, fait que c'est bien parti, là. C'est parti de la même façon, en fait. Puis après ça, peut-être qu'il va y avoir d'autres choses qui vont déboucher de ça, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup on était très contents, là. On a fait l'Assemblée générale de transition, puis on a vu que, tu sais, c'est des gens, ils ont le goût de prendre le flambeau, là, puis ça, c'est le fun. Ça en prend des occasions comme ça, fait que c'est le fun de voir qu'il y a une suite, puis espérons qu'elle va durer longtemps, puis cette suite-là, c'est ça, c'est de permettre au monde de faire ce qu'ils ont le goût de faire, puis à la limite d'ouvrir des portes. Là. En fait, c'est vraiment ça que ça a fait pour nous autres, là, parce que... Le nombre de joueurs illimité, d'une durée de 3 minutes, et... Caucus. Aubert Tremblay pour CJSR.
Pourquoi t'as du fun de même, man? C'est la tempête dehors, là. Ah, moi, j'aime assez ça, les tempêtes. Moi, je me promène pendant la tempête, puis... À Saint-Raymond-de-Portneuf, plusieurs résidents du secteur de la Colline, situé à l'entrée de la ville, dans le secteur de la Grande Ligne, demandent que des mesures soient prises afin de rendre les routes plus sécuritaires. Une lettre signée par plus de 20 personnes a d'ailleurs été remise au conseil municipal pour que des actions soient prises. Dans cette lettre, les citoyens témoignent que la limite de vitesse de 40 km/h n'est pas respectée alors que des véhicules lourds sont très souvent dans le secteur. L'an dernier, un panneau d'indicateur de vitesse aurait même été installé, mais ce dernier n'a pas eu pour effet de changer les habitudes des automobilistes, au dire des citoyens. Ceux-ci réclament maintenant des solutions à long terme. Dans les exemples donnés, on retrouve les dos d'âne, mais aussi les terre-pleins centraux ou encore les affiches de piétons grandeur nature. Lors du conseil de ville du 8 avril, le maire Claude Duplain a indiqué que le dossier était encore à l'étude. L'Institut de la statistique du Québec indique que moins de Québécois ont consommé de cannabis en 2023 qu'en 2022. Selon l'instance gouvernementale, en 2023, près de 17 % des Québécoises et Québécois de 15 ans et plus avaient consommé du cannabis dans les 12 derniers mois. Cette proportion était de 19 % en 2022. On observe aussi la diminution de consommation dans tous les groupes d'âge. La plus observable, justement, c'est auprès des plus jeunes. Près de 73 % des jeunes de 15 à 17 ans qui consomment du cannabis l'ont fait en vapotant. Selon l'Institut, cette méthode de consommation est bien populaire chez les jeunes. Les produits de vapotage au cannabis ne sont pas légaux au Québec, donc ils doivent s'en procurer de diverses autres façons. La Promutuelle de Portneuf-Champlain a fusionné avec la Promutuelle des Bois-Francs dernièrement. Charles nous a offert un reportage, le voici. 2024 est une année de fusion pour la Promutuelle Portneuf-Champlain. En effet, la mutuelle d'assurance a joint ses forces avec la Promutuelle des Bois-Francs pour former la nouvelle Promutuelle des bâtisseurs. Le 4 avril dernier avait lieu la première assemblée générale de la nouvelle Promutuelle consolidée. La soirée se tenait autant à Saint-Basile qu'à Victoriaville. Un système de vidéoconférence a permis de suivre les présentations à distance. C'est Michel Gauthier, anciennement président de la Promutuelle Portneuf-Champlain, qui assurera la présidence de la Promutuelle des bâtisseurs. La direction sera partagée entre Marc-André Dallaire et Mathieu Allison, qui étaient respectivement directeur de la Promutuelle des Bois-Francs et directeur de la Promutuelle Portneuf-Champlain. La soirée du 4 avril était l'occasion de comparer le poids de chacune des mutuelles qui ont présenté séparément leur bilan de 2023. La Promutuelle des Bois-Francs, en 2023, a enregistré un total des primes souscrites de 40,8 millions, une hausse de 10,57 %. Elle compte 43 employés. De son côté, la Promutuelle Portneuf-Champlain a enregistré une hausse de 14,68 % des primes souscrites, qui ont totalisé 88,5 millions de dollars. Elle compte 148 employés. Après une année 2022 difficile marquée par une augmentation fulgurante des coûts des sinistres, l'année 2023 a été profitable pour les mutuelles d'assurance. Les capitaux propres consolidés ayant augmenté de près de 13 % pour s'établir à 81,5 millions de dollars. Les ristournes communautaires seront de 3,8 millions de dollars. À ce titre, 450 000 dollars ont été investis dans les communautés en 2023. Pour 2024, 1,5 million de dollars ont déjà été rendus à la collectivité. On écoute le président Michel Gauthier expliquer l'importance pour la Promutuelle de s'impliquer dans sa communauté. Là, une couple d'années, vous savez, les résultats financiers après la pandémie qu'il y a eu, les résultats financiers, tout à coup, ont explosé. Et là, il s'est posé beaucoup de questions pour le Promutuelle. Est-ce qu'on donne des ristournes? Est-ce qu'on fait ci? Est-ce qu'on fait ça? Quand on a analysé au conseil d'administration le tout, c'est incroyable l'argent qu'on dépensait pour rien, pour envoyer aux gens qui souvent n'en voulaient pas parce que des montants de 15$, 20$ imposables. Juste envoyer, je me rappelle dans le temps, envoyer les coûts, c'est tout près de 40 000 $ de pouce, en tout cas, ça vous donne une idée. Donc, à l'Assemblée générale, on va poser la question aux gens, qu'est-ce que vous préférez? Qu'on donne une ristourne ou qu'on aille investir un montant important dans la communauté? Et ça avait été unanime de dire
On veut que vous impliquiez dans la communauté. Il y a des gens qui ont plus besoin que nous. Eh bien, c'est ce qui complète le bulletin d'information. Merci à nos invités, merci à toute l'équipe technique. Je vous souhaite de passer un excellent week-end.